Le soleil de fin d'après-midi baignait la plage d'un éclat doré, tandis que la mer d'un bleu paisible caressait doucement le rivage. À Étretat, les falaises dressaient leurs silhouettes majestueuses, comme des sentinelles figées dans le temps. Assis sur un banc en rotin à l'ombre d'un parasol à rayures, le célèbre détective belge savourait une tasse de chocolat chaud. La quiétude de ce lieu contrastait admirablement avec les affaires trépidantes auxquelles il s'adonnait d'ordinaire. Hastings me l'a toujours dit, pensa-t-il, les doigts posés avec soin sur la porcelaine fine. Poirot, vous, avez besoin de repos. Eh bien, mon ami, voici le repos, et il est délicieux. Il referma les yeux un instant, laissant les sons du ressac et le parfum salin éveiller ses sens. Ce fut à ce moment précis qu'elle apparut, une silhouette élancée, drapée dans une robe bleu nuit, descendant lentement les marches du pavillon principal. Son chapeau à large bord masquait une partie de son visage, mais l'élégance de ses gestes révélait une certaine noblesse. Elle marchait sans se presser, chaque pas mesuré comme si le sable lui obéissait. Poirot, toujours attentif aux détails, remarqua un léger tremblement de sa main droite lorsqu'elle ajusta son foulard. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui pouvait troubler une dame aussi parfaitement vêtue, en un lieu aussi paisible. L'instinct du détective, bien qu'en sommeil, s'éveilla aussitôt. La dame s'arrêta à quelques pas de lui et leva les yeux. Son regard était d'un bleu profond, presque violet, chargé d'une tristesse discrète mais poignante. « Monsieur Poirot », dit-elle d'une voix douce et bien articulée, « je suis venu vous trouver, non point, pour troubler votre quiétude, mais parce que je n'ai plus d'autre choix. » Il se leva aussitôt, inclinant légèrement la tête. « Mademoiselle, ou peut-être madame, vous avez ma pleine attention. Asseyez-vous, je vous prie. Une dame en détresse ne saurait être ignorée, même par un détective en vacances. » Elle s'assit gracieusement, croisant les mains sur ses genoux gantés. « On m'appelle la dame en bleu. C'est ainsi que l'on murmure mon nom dans certains cercles. Mais ce nom, voyez-vous, n'est qu'un voile. Ce que je porte avec moi est un secret. Et ce secret, monsieur Poirot, je crains qu'il ne mette en danger plus d'une vie. » Un frisson discret passa dans l'air, comme si le vent lui-même avait entendu les mots. Poirot fronça légèrement les sourcils. « Allons donc. Voilà qui est très sérieux. Parlez, madame. Racontez-moi tout, depuis le commencement, sans commettre le moindre détail. Les petites choses, comme vous le savez, sont souvent les plus révélatrices. » La mère poursuivait son murmure, indifférente aux confidences humaines. Mais dans les yeux de Poirot, brillait déjà une étincelle. L'aventure, semble-t-il, venait de débuter, et elle portait une robe bleue. La dame en bleu respira longuement, comme pour recueillir son courage dans la brise marine. Puis, d'une voix basse mais déterminée, elle commença. « Je m'appelle, ou plutôt je m'appelais, Élise Montbrun. Ce nom, je ne l'ai pas prononcé depuis des années. J'ai vécu caché, monsieur Poirot, sous un voile de silence, et pourtant, ce silence est devenu plus pesant que le secret lui-même. » Poirot inclina légèrement la tête, sans l'interrompre. Il savait, par une longue expérience, qu'il ne faut jamais précipiter une confidence. Le cœur a son propre rythme pour se dévoiler. Tout a commencé à Paris il y a 8 ans, poursuivit-elle, les yeux perdus dans le ressac. J'étais gouvernante chez les de Verneuil, une famille respectée mais marquée par une tragédie silencieuse. La jeune héritière Claire était ma protégée. Elle m'adorait et je la considérais presque comme ma fille. Elle sortit de son sac une écharpe de velours bleu foncé, qu'elle déplia lentement entre ses doigts. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Une nuit d'hiver, Claire a disparu. Son absence fut masquée, dissimulée par son propre père. Il m'interdit d'en parler, m'accusa d'imprudence et me fit renvoyer. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de terrible. Mais je ne pus rien faire. Poirot prit délicatement l'écharpe entre ses mains gantées.
Il observa la broderie. Un petit lys argenté dans le coin. C'est un symbole de pureté, et aussi de royauté, n'est-ce pas? Murmura-t-il. Elle acquiesça lentement. Il y a 2 jours, dit-elle avec une intensité nouvelle, j'ai reçu une lettre anonyme. Elle contenait simplement ces mots. Elle est vivante mais le silence la tue. Étretat. Ce dimanche. Et une photographie, floue, ancienne, mais c'était elle. C'était clair. Et moi, je suis venu. Le silence retomba, épais, rempli de mystère. Poirot regarda la mère, puis la photo, puis la dame. Ma chère madame, vous avez bien fait. Le silence peut être plus dangereux qu'un mensonge. Et la vérité, elle finit toujours par faire surface. Comme les algues, voyez-vous? Élise esquissa un sourire fugace. Elle semblait soulagée, à l'idée de ne plus porter seule ce fardeau. Poirot, quant à lui, redressa les épaules. La mer était peut-être calme, mais il savait désormais que sous cette tranquillité dormait un drame, ancien et non résolu. Le lendemain matin, une brume légère enveloppait la côte d'Étretat, comme un voile discret posé sur les falaises et les ruelles pavées. Hercule Poirot, fidèle à sa routine, avait pris un petit déjeuner composé de croissants parfaitement dorés, d'un œuf à la coque précisément cuit à 3 minutes, et d'un chocolat chaud dans une tasse sans la moindre ébréchure, car bien entendu la perfection commence toujours par les détails. Il avait proposé à mademoiselle Élise de le rejoindre à l'hôtel des Brumes, un établissement discret mais raffiné, niché au sommet d'une petite colline surplombant la mer. C'est là qu'il aimait séjourner, loin des foules, là où les pensées peuvent respirer et les mystères se dérouler sans agitation. À 10 heures précises, Élise entra dans le salon boisé de l'hôtel, vêtue d'un manteau beige et d'un chapeau simple, mais toujours avec cette écharpe bleue qu'elle ne quittait jamais. Ses traits semblaient moins tendus que la veille, mais ses yeux, eux, trahissaient encore le poids du passé. « Merci de m'avoir reçu ici, monsieur Poirot », dit-elle en s'asseyant face à lui. « Je ne dors guère depuis que j'ai reçu cette lettre. Je sens que quelque chose approche, quelque chose d'inévitable. » Poirot hocha lentement la tête. « Le pressentiment, madame, est souvent l'annonce d'une vérité longtemps contenue. Parlons plutôt de cette photographie. L'avez-vous apportée ?» Elle la lui tendit à nouveau. Poirot la scruta attentivement à la lumière du jour. Une jeune fille aux cheveux clairs, debout devant un jardin aux allées bien taillées. L'image était ancienne, mais quelque chose dans le regard de cet enfant évoquait une peine profonde. Il remarqua un détail. Derrière elle, à moitié dissimulé dans l'ombre, un homme, debout, tenant une canne. « Voyez ici, » dit Poirot en montrant la silhouette. Un homme d'une stature imposante, légèrement penché, ce qui pourrait suggérer une blessure ou un âge avancé. « Savez-vous qui cela pourrait être » Élise blêmit. « Le comte de Verney, le père de Claire. Il marchait, toujours avec une canne depuis une chute à cheval. Mais pourquoi serait-il sur cette photo dans ce jardin que je ne reconnais pas ?» Poirot tapota doucement la photo avec son doigt. « Parce que ce jardin n'est pas à Paris, ni dans une demeure noble. Voyez ces rosiers. Ce sont des variétés que l'on trouve souvent sur la côte normande. Peut-être même ici à Étretat. » Il se leva. « Il nous faut trouver ce jardin. Si Claire est vivante, alors elle n'est pas loin. Et cet homme à la canne, il est peut-être revenu pour veiller sur son secret, ou pour le faire disparaître à jamais. » La brume se fit plus dense autour des fenêtres. Le mystère, lui, s'épaississait, mais le pas de Poirot restait ferme. Il savait que les premières pièces du puzzle venaient d'être posées. Et bientôt, l'image complète, la brume s'était enfin dissipée, laissant apparaître les silhouettes nettes des ruelles d'Étretat.
Poirot et Élise marchaient côte à côte, leurs pas rythmés par le cliquetis régulier de la canne du détective. Il portait ce matin-là un manteau gris perle et un chapeau assorti, soigneusement incliné selon une symétrie irréprochable. Tout en observant les façades des maisons, il notait intérieurement les moindres détails. Fleurs en pot abandonnées, rideaux à demi tirés, volets entr'ouverts. Nous devons chercher un jardin semblable à celui de la photo, dit-il, sans précipitation. Mais pas un jardin public. Non, un lieu privé, discret, aux bordures taillées avec amour. Le genre d'endroit qu'on entretient, non pour être vu, mais pour s'y cacher. Élise le guidait dans les ruelles de sa mémoire. Il y avait autrefois une propriété à l'orée du bois de Volotte, une villa abandonnée que les enfants craignaient. On racontait que les volets n'étaient jamais ouverts, mais que des lumières s'y allumaient parfois la nuit. Peut-être n'est-ce qu'une rumeur. Poirot s'arrêta, les sourcils légèrement froncés. Les rumeurs, mademoiselle, sont les indices des esprits attentifs. Conduisez-moi. Si cette villa existe encore, nous y trouverons peut-être la trace du jardin et du secret qu'il dissimule. Ils quittèrent le centre du village, empruntant un sentier ombragé bordé de chênes et de ronces. Le silence y était plus profond, rompu seulement par le chant lointain d'un merle. Enfin, au détour d'un virage, apparut une grille de fer forgé, rouillée par le temps, à demi enfouie sous le lierre. Au-delà, une maison aux volets clos semblait figée dans un sommeil ancien. Poirot poussa la grille, qui grinça doucement. « Écoutez, mademoiselle, » dit-il avec calme. « Aucune serrure. C'est étrange, n'est-ce pas? Une maison, abandonnée, mais sans verrou, comme si quelqu'un voulait que l'on entre ou au contraire, que l'on parte vite. » Ils avancèrent prudemment jusqu'au jardin. Ce qu'ils virent leur coupa le souffle. Malgré l'abandon visible, certaines allées semblaient que récemment foulées. Des roses bleues, rares, presque irréelles, fleurissaient encore près d'une tonnelle de bois. Et sur un banc, un châle était posé, plié avec soin. Élise s'en approcha lentement, le cœur battant. « C'est le sien, je le reconnais. » Claire aimait s'y asseoir pour lire. C'était son refuge. Oh, monsieur Poirot, elle a été ici, récemment. Le détective, lui, observait les traces sur le sol. Regardez, des empreintes de pas, fines, régulières, mais aussi une marque plus lourde, plus profonde. Une canne, peut-être? Il se redressa. Quelqu'un veille sur elle ou la surveille. Dans les deux cas, le jeu devient plus dangereux. La villa, immobile derrière eux, semblait soudain bien moins vide qu'elle ne le paraissait. Le vent s'était levé, faisant frémir les branches des vieux arbres qui entouraient la villa. Poirot et Élise demeuraient silencieux, comme si le moindre mot risquait de troubler le fragile équilibre de ce lieu suspendu entre l'abandon et la vie secrète. Les volets clos semblaient en les observer, et les murs décrépits de la demeure murmuraient des souvenirs invisibles. Poirot avança prudemment vers la façade principale. Il posa un doigt ganté sur le rebord d'une fenêtre. Trop propre. Cette vitre a été nettoyée récemment. Dans une maison abandonnée, cela n'arrive point par accident. Il tourna légèrement la tête. Et vous voyez, mademoiselle, ces rideaux. Ils ont bougé. Ce n'est pas le vent. Quelqu'un est à l'intérieur. Élise serra son écharpe autour de ses épaules. Vous croyez qu'elle est là? Que Claire vit ici, cachée? Poirot fit un geste lent de la main. C'est une possibilité. Mais il faut avancer avec méthode. Nous ne devons pas effrayer l'habitant, ni nous imposer. Le secret que nous cherchons est ancien. Il peut se refermer comme une huître si nous sommes trop brusques. Ils contournèrent la villa, atteignant une petite porte de service. Là, sur le sol humide, Poirot remarqua une paire de pas menant vers le
Potager abandonné. Voici une trace de chaussure féminine. Petit talon mais usé. Elle marche souvent ici. Elle cultive encore peut-être une vie simple, discrète, presque monacale. Tout à coup, un craquement se fit entendre au-dessus d'eux. Un volet venait de se refermer doucement. Poirot leva les yeux mais ne vit personne. Seulement ce rideau à peine soulevé, qui retomba lentement. Élise trembla. Elle nous a vus, je le sens, mais elle n'ose pas venir à nous. Poirot tapota son menton du bout des doigts. Alors nous irons à elle, mais d'une manière détournée. Il me faut d'abord une chambre à l'hôtel donnant sur cette colline. De là, j'observerai. Pas pour épier, non, mais pour comprendre. Et vous, mademoiselle, écrivez-lui. Glissez une lettre sous la grille. Votre main, votre écriture, votre cœur. Elle saura. Élise hocha la tête émue. Elle n'avait jamais cessé d'aimer Claire comme une sœur disparue. Et maintenant, la possibilité de la retrouver semblait plus réelle que jamais. Poirot, quant à lui, avait cette lumière dans les yeux que seuls les mystères les plus humains faisaient briller. Avant de partir, il se retourna une dernière fois vers la villa. « Madame Claire, murmura-t-il pour lui-même, vous avez bâti un silence parfait. Mais dans les replis de ce silence, la vérité s'impatiente, et elle a l'élégance d'une robe bleue. » Le soir venu, le ciel d'Étretat se para, d'un mauve apaisant, entre mer et falaise. Depuis la chambre qu'il avait réservée à l'hôtel des Brumes, Hercule Poirot observait la villa en contrebas, une paire de jumelles soigneusement polies à la main. Il ne guettait pas un crime mais une présence, une hésitation, un battement d'ombre sur un rideau. Le moindre détail pouvait parler. Élise, quant à elle, s'était enfermée dans le salon de lecture de l'hôtel pour rédiger la lettre. Elle utilisait un papier ivoire légèrement parfumé, semblable à celui qu'elle offrait jadis à Claire pour écrire ses poèmes. Les mots coulaient de sa plume avec la solennité du cœur. « Ma chère Claire, si tu es encore celle que j'ai connue, alors tu sauras reconnaître cette main qui t'écrit. Tu n'es plus seule. Et si tu as peur, sache que je suis venu avec un ami discret et loyal. Nous ne voulons rien t'arracher, seulement t'écouter. Ton silence m'a poursuivi, mais il ne m'a jamais éloigné de toi. Reviens, même si ce n'est que par un mot. » La lettre fut pliée avec soin, scellée par un ruban bleu que Poirot avait conservé dans son nécessaire de voyage, un détail qui l'amusait, mais qui en cet instant semblait juste. Lorsque la nuit tomba, ils retournèrent ensemble à la villa, Élise tenant la lettre contre son cœur. Arrivée devant la grille, elle se baissa doucement et glissa la lettre entre deux barreaux, à l'endroit même où poussait une petite touffe de lavande. Puis elle recula de quelques pas et resta immobile, les yeux fermés comme si elle priait sans mots. « Revenons, mademoiselle, » dit Poirot avec douceur. « Laissons-lui le temps de sentir que ce geste n'est pas une menace. Demain, à posant l'aube, nous verrons si le silence a bougé. » Le lendemain, très tôt, Poirot observa depuis sa fenêtre. L'enveloppe avait disparu. Mais ce n'était pas tout. Une fleur bleue cueillie du jardin de la villa avait été déposée là, à l'endroit exact où la lettre avait reposé. Une rose, d'un bleu profond et presque irréel. Une réponse, silencieuse mais claire comme l'aube sur la mer. Poirot sourit lentement. Elle écoute. Et quand une âme écoute, elle finit toujours par parler. Le moment approche, Élise. Le cœur, voyez-vous, n'oublie jamais le parfum de la vérité. Le jour se leva paisiblement sur Étretat. La mer, d'un calme presque irréel, semblait retenir son souffle. Dans le salon feutré de l'hôtel, Poirot et Élise prenèrent leur petit déjeuner en silence. Ni l'un ni l'autre n'osait rompre l'équilibre fragile qui s'était installé depuis l'apparition de la rose bleue. Un simple geste mais porteur d'un message profond. Claire vivait, et elle n'était plus indifférente. « Mademoiselle, dit enfin Poirot en posant sa tasse avec délicatesse,
Je crois que le moment est venu d'entamer la deuxième phase de notre approche. La fleur était une invitation voilée, mais l'invitation reste muette si nous ne répondons pas. Élise inclina la tête. « Que suggérez-vous, monsieur Poirot? Dois-je lui écrire encore ?» Il esquissa un sourire discret. « Non, pas cette fois. Il est temps d'aller à sa rencontre, mais pas par la porte principale. Nous irons, par les mots. Ce soir je parlerai, non à elle directement, mais à travers le jardin, là où elle peut entendre sans être vue. Une voix dans la nuit, douce, posée, pour lui rappeler qu'elle peut faire confiance. Et ainsi fut fait. À la tombée du jour, Poirot se posta, près de la grille. Il ne cria pas. Il ne força rien. Sa voix, posée comme une main sur une épaule, s'éleva lentement. « Madame Claire, je ne viens ni juger, ni condamner. Je viens écouter. Le silence que vous cultivez depuis tant d'années a protégé plus que vous-même. Mais il est temps peut-être de déposer ce fardeau. Le monde a changé. Et votre amie Élise, elle est là, fidèle à l'ombre de votre souvenir. » Un léger frémissement parcourut la tonnelle au fond du jardin. Poirot continua toujours sans hausser le ton. « Je suis Hercule Poirot. Mon nom est sans importance, mais mon engagement l'est. Jamais je ne trahirai une confidence. Et si une douleur vous a enfermé, alors nous l'écouterons ensemble. Nous ne forçons pas les portes, madame. Nous les attendons avec patience, jusqu'à ce qu'elles s'entr'ouvrent. » Il attendit. Le silence revint, seulement troublé par le chant d'un grillon. Puis, à sa grande surprise, une lumière s'alluma derrière un volet. Un souffle et une voix. Faible, féminine, brisée mais réelle. Élie, le cœur de Poirot se serra doucement. Il recula d'un pas et fit un signe discret à Élise qui s'avança lentement, les larmes aux yeux. « Oui, Claire, je suis là, et je ne partirai plus. » La lumière resta allumée. Et cette nuit-là, Étretat veilla en silence, sur deux cœurs qui se retrouvaient à travers les ombres du passé. Le lendemain matin, une atmosphère nouvelle semblait flotter sur les ruelles d'Étretat. L'air portait un parfum d'espérance discrète. Claire n'était pas sortie de la villa, mais sa voix, même chuchotée dans la nuit, avait suffi à rompre l'isolement de 8 années. Élise, encore émue, avait à peine dormi. Poirot, lui, semblait plus concentré que jamais. Dans le petit salon de l'hôtel, le détective examinait à nouveau la photographie que Claire avait envoyée. « Voyez, mademoiselle, » dit-il en désignant l'arrière-plan. « Ce jardin, que nous avons identifié la fleur bleue, la silhouette, et ce détail ici. Un blason, à peine visible sur le portail. Je l'ai vu autrefois. Il appartient à une vieille famille noble de Normandie. Le blason des Vernet. » Élise pâlit. « Mais cela signifierait que la villa est une propriété de la famille de Claire, qu'elle n'est pas cachée, mais enfermée par eux ?» Poirot posa lentement la photo. « C'est une possibilité en effet. Et cela change tout. Si Claire vit ici avec la complicité, ou sous la surveillance, du comte de Vernet, alors ce silence n'est pas seulement le sien. Il lui a été imposé. » Ils décidèrent alors de consulter discrètement les archives de la mairie d'Étretat. Là, dans un registre jauni par le temps, Poirot trouva ce qu'il cherchait. La villa, baptisée La Glycine, appartenait toujours à un certain Marin de Vernet, frère cadet du défunt comte. Aucun acte de vente récent. Aucun mouvement officiel. « Curieux, » murmura Poirot. « Car ce Marin, si je ne me trompe pas, a disparu de la vie mondaine il y a plusieurs années, officiellement sans héritier. Et pourtant la maison semble occupée, entretenue. En sortant, un employé de mairie les accosta discrètement.
Excusez-moi, monsieur. Vous parlez de la Maison Bleue, là-haut? On dit qu'un homme y vient parfois la nuit. Grand, voûté, toujours en noir. Il ne parle à personne. On l'appelle le veilleur. Poirot remercia l'homme et échangea un regard grave avec Élise. Le veilleur, un surnom poétique, mais qui dissimule souvent une vérité bien concrète. Je soupçonne que ce marin de Verneuil n'a jamais disparu. Il veille. Mais sur quoi? Une sœur malade? Une vérité inavouable ou un secret plus ancien encore? Ce soir-là, Poirot choisit de ne pas parler. Il préféra observer, et au milieu de la nuit, il vit une silhouette haute, vêtue de noir, franchir lentement la grille de la villa. Le mystère s'épaississait. La vérité n'était plus seulement dans les souvenirs. Elle marchait encore, à la lumière pâle de la lune. Le matin suivant, un léger vent salin soufflait sur les falaises d'Étretat. Hercule Poirot, toujours attentif à son apparence, redressa son nœud de cravate avec une précision méticuleuse avant de rejoindre Élise. Ils avaient convenu d'un rendez-vous discret avec Claire sur sa propre demande. Elle avait laissé une note glisser à travers les barreaux de la grille. « Venez à midi, seule Élise. » Pas un mot de plus. Poirot accepta sans protester. Il connaissait la délicatesse des âmes blessées. Mais il n'était pas homme à attendre sans agir. Pendant qu'Élise se rendait à la villa, il se dirigea vers la bibliothèque municipale, un bâtiment ancien à l'ombre d'un vieux clocher. Là, il consulta les archives régionales et les journaux des années passées. Ses recherches portèrent en leurs fruits. Un article discret, paru 8 ans plus tôt, mentionnait la disparition de Claire de Verneuil, annoncée comme une fuite volontaire à l'étranger. L'article n'avait pas suscité de scandale. Mais ce qui attira l'attention de Poirot fut un nom dans la marge. Rédigé par Marin de Verneuil. Un noble signant lui-même un communiqué dans la presse. Fort inhabituel. Pendant ce temps, Élise pénétrait pour la première fois depuis 8 ans dans la maison de son ancienne protégée. Claire l'accueillit avec un sourire fragile. Le temps avait laissé sa marque sur ses traits, mais ses yeux bleus gardaient cette douceur enfantine. Elles ne parlèrent pas tout de suite. Elles se regardèrent, simplement. Parfois, le silence est plus éloquent que 1000 mots. Après un moment d'émotion retenue, Claire guida Élise vers une pièce reculée, à l'étage. Une ancienne chambre transformée en atelier. Sur un chevalet, un tableau inachevé. Il représentait une jeune fille en robe bleue entourée de ronces, le regard implorant. À ses pieds, un loup endormi. « Je l'ai peint pour survivre », murmura Claire. « Pour me souvenir de moi. » Sur une commode, Élise aperçut un portrait ancien, en partie déchiré. Le visage du comte de Verneuil était barré d'un trait de pinceau noir. « Il m'a enfermé ici », dit Claire d'une voix presque absente, « pas pour me punir, mais pour me faire oublier. Il disait que je portais une honte sur la famille. » Au même instant, Poirot, de retour à l'hôtel, avait reconstitué une chronologie troublante. Des dons anonymes versés chaque mois à un institut psychiatrique en Suisse signé du même nom, Marin de Verneuil. Mais Claire n'y était jamais entrée. Elle avait été effacée du monde, cachée, tout près. La vérité se dessinait. Claire n'avait jamais fui, on l'avait rendue invisible. La mer semblait plus agitée ce jour-là. Des vagues, hautes et nerveuses, frappaient les rochers d'Étretat, comme si elles cherchaient à faire parler les pierres. Hercule Poirot, installé près de la fenêtre de sa chambre, observait le ciel gris perle s'assombrir peu à peu. Il tenait en main un dossier qu'il avait rassemblé avec soin, constitué d'articles oubliés, de certificats modifiés et de correspondances bancaires toutes reliées par un même fil. Marin de Verneuil. Élise, de retour de sa rencontre avec Claire, portait encore dans son regard l'émotion profonde de cette retrouvaille.
Mais derrière l'apaisement se cachait une inquiétude. Claire semblait toujours prisonnière. Non d'un lieu, mais d'un serment. « Monsieur Poirot, dit-elle en s'asseyant face à lui, elle ne croit pas qu'elle ait le droit de quitter cette maison. Elle pense que si elle part, quelque chose de terrible se produira, comme si elle devait payer un prix pour quelque chose qu'elle ne m'a pas encore révélé. » Poirot hocha lentement la tête. « Cela confirme mes soupçons, mademoiselle. La peur est un outil efficace, surtout entre les mains d'un homme de pouvoir. Marin de Verney n'a pas seulement enfermé sa nièce, il lui a construit une cage de silence, faite d'illusions et de culpabilité. » Il se leva, ajusta ses manchettes et désigna un document. « Voyez ici. Les dons réguliers versés à l'Institut suisse sont censés couvrir les frais d'une pension. Mais Claire n'y a jamais mis les pieds. C'est une couverture. Et plus encore, un mensonge destiné à faire croire à sa disparition pour le reste du monde. » Élise passa une main tremblante dans ses cheveux. « Que pouvons-nous faire alors? Si elle refuse de partir? Si elle croit vraiment qu'elle est une tache sur le nom des Verney ?» Poirot posa une main rassurante sur la sienne. « Nous lui montrerons la vérité, pas par la force, par la lumière. Elle doit comprendre que le secret qu'elle croit protéger n'a plus de sens, que la honte n'est pas la sienne, mais celle de l'homme qui l'a condamnée au silence. » Ce soir-là, Claire reçut une nouvelle lettre. Elle ne portait ni menace ni supplique. Elle disait simplement « Le silence n'est noble que s'il protège l'innocence. Le vôtre, chère madame, ne protège plus que le mensonge. H.P. » Et dans la nuit, une voix s'éleva une fois encore derrière les rideaux. « Demain, je vous dirai tout. » La matinée était grise, mais l'air avait une densité inhabituelle, comme si la mer, le ciel et la terre attendaient, eux aussi, que les mots jusque-là retenus trouvent enfin le chemin vers la lumière. Hercule Poirot s'habilla avec soin, nouant sa cravate avec une lenteur volontaire. Il savait que cette journée serait décisive. À 10 heures précises, Élise et Poirot furent invités à entrer dans la villa. Cette fois, la porte ne grinça pas. Claire les attendait dans le petit salon, vêtue d'une robe sobre, ses cheveux attachés, son visage serein, mais résolu. Le silence n'était plus une prison mais une transition vers la parole. Elle leur fit signe de s'asseoir puis resta debout, les mains croisées sur sa poitrine. « J'ai longtemps cru que parler me détruirait, que mes mots ne feraient qu'empirer les choses. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que mon silence n'a servi qu'à protéger ceux qui m'ont blessé, et je suis fatigué de protéger ceux-là. » Poirot l'écoutait sans l'interrompre. Il observait non seulement ce qu'elle disait, mais la manière dont elle le disait. Il savait que chaque mot prononcé aujourd'hui serait un pas vers la liberté. « Mon oncle Marin, continua-t-elle, m'a enfermé ici après la mort de mon père. Il disait que j'étais instable, que mes idées de départ, mes amitiés, mes amours, déshonoraient la lignée des Verney. Il m'a convaincu que je ne valais rien sans le nom de ma famille. Puis un jour, il m'a dit que j'étais morte, officiellement, pour le monde, et que je ne reverrais plus personne. » Élise, les yeux embués, voulut parler, mais Poirot posa une main douce sur la sienne. Claire n'avait pas encore fini. « Pendant des années j'ai douté, puis j'ai écrit, j'ai peint, j'ai rêvé, et j'ai vu un jour par hasard un journal que l'on avait oublié de me retirer. C'était il y a 3 mois. Il parlait d'une exposition d'art à Paris. Et j'ai vu ton nom, Élise. Tu étais mentionnée comme mécène. Alors j'ai su que tu étais vivante, et que le monde existait encore. » Poirot pencha doucement la tête. Claire acquiesça. « Oui, mais je n'avais pas le courage de sortir. Jusqu'à aujourd'hui. » Elle se tourna vers la fenêtre. « Il est venu hier soir. Marin. Il sait que vous êtes là. Il m'a dit que vous alliez tout détruire. »
Je lui ai répondu que vous alliez au contraire tout réparer. Poirot se leva. Mademoiselle Claire, vous venez de faire le plus grand pas qu'un cœur blessé puisse accomplir. Vous avez ouvert la porte non seulement à nous, mais à votre propre vie. Et maintenant, il nous reste à affronter la dernière ombre. Une ombre, en effet, venait d'entrer dans le jardin. Marin de Verney. Le jardin semblait figé dans une suspension silencieuse. Marin de Verney avançait d'un pas lent, appuyé sur sa canne d'ébène sculptée. Ses cheveux, d'un gris argenté, étaient soigneusement peignés en arrière. Il portait un manteau noir, sobre mais impeccable, et ses yeux clairs brillaient d'un éclat que l'âge n'avait pas terni. Autorité, calcul et quelque chose de plus sombre. Poirot, debout aux côtés de Claire et d'Élise, attendait, sans hostilité mais sans recul. Il avait vu des hommes plus puissants chanceler devant une simple vérité, et il savait que ce jour-là, ce n'était pas la force du comte qui parlerait, mais sa peur. « Claire », dit Marin d'une voix grave, sans même regarder Poirot. « Que fais-tu? Tu sais ce que cela signifie. Tu sais pourquoi nous avons fait cela. Pour te protéger, pour préserver ce qu'il nous restait. » Claire se redressa, la voix calme. « Non, mon oncle. Vous avez fait cela pour préserver votre nom. Pas moi. Vous m'avez effacé, enfermé. Mais je suis là, et je n'ai rien à cacher. » Marin avança de 2 pas. « Tu ne comprends pas. Ton père était un homme faible. Il a tout dilapidé. Des dettes, des trahisons, des secrets. Il m'a supplié de sauver ce qui pouvait encore l'être. Et tu étais l'élément instable. Il avait peur de toi, de ce que tu dirais, de ce que tu ferais. » Poirot s'approcha d'un pas. « Monsieur de Verney, votre justification est habile, mais elle masque une seule chose, la volonté de contrôler. Vous avez bâti une fiction, un mensonge entretenu pendant 8 ans. Pourquoi? Pour l'honneur? Non, pour le pouvoir. » Le comte tourna lentement la tête. Son regard croisa celui de Poirot, long, pesant. « Et que comptez-vous faire, monsieur le détective? Me dénoncer? À qui? Pourquoi? Il n'y a pas de crime, juste un choix familial. » « Faux, » répondit Poirot. « Il y a séquestration, abus d'influence, substitution d'identité, et par-dessus tout, il y a une souffrance humaine, invisible, mais réelle. Ce sont là les crimes les plus silencieux et les plus impardonnables. » Claire s'approcha lentement. « Je ne veux pas votre chute, oncle. Je veux seulement ma vie, et je vais la reprendre. Vous pouvez rester dans vos silences. Moi, je choisis la lumière. » Marin se redressa, raide. Pour la première fois, ses mains tremblèrent. Il détourna les yeux. « Très bien, faites comme vous voulez, mais ne revenez jamais. » Il tourna les talons et quitta le jardin, son pas plus lourd qu'à l'arrivée. Le vent s'était levé légèrement, comme pour emporter avec lui le dernier souffle du mensonge. Poirot, regardant le ciel qui s'éclaircissait, murmura doucement. « Ainsi tombe le rideau sur l'acte le plus long. Mais ce n'est pas une fin, mademoiselle Claire, c'est un commencement. » Le départ de Marin de Verney ne fit pas de bruit, pas de heurts, pas de cris. Il quitta la villa comme une ombre qui se dissipe aux premières lueurs du jour. Mais dans le cœur de Claire, c'était un monde entier qui s'effondrait. Non celui d'une vie luxueuse perdue, mais celui d'un silence imposé, désormais brisé. Dans les jours qui suivirent, Claire sortit de plus en plus souvent dans le jardin. Elle ne se dissimulait plus derrière les rideaux. Les habitants d'Étretat la voyaient au passé, toujours vêtue de bleu, le regard franc, le pas encore hésitant mais déjà libre. Un mystère devenait peu à peu une présence. Poirot, de son côté, organisait les démarches juridiques nécessaires.
Il s'assura qu'aucun acte malveillant de Marin ne resterait sans réponse. Mais il le fit comme toujours, sans ostentation. La justice, disait-il, ne se nourrit pas de vengeance. Elle se contente de rétablir l'équilibre. Élise resta quelques jours de plus auprès de Claire. Les deux femmes redécouvrirent, dans la complicité retrouvée, les rires d'antan, les silences partagés et les souvenirs enterrés. Certaines blessures ne se referment jamais complètement, mais elles deviennent plus légères lorsqu'elles sont regardées ensemble. Un matin, Claire entra dans le salon de l'hôtel où Poirot lisait son journal. Elle portait une robe simple, un carnet à la main. « Monsieur Poirot, dit-elle avec douceur, je pars demain. J'ai acheté un billet pour Paris. Il est temps de me reconstruire. J'aimerais étudier l'art, comme j'en rêvais. Mais avant, je voulais vous remercier. » Poirot se leva, inclinant légèrement la tête. « Mademoiselle, vous n'avez point besoin de me remercier. Vous avez ouvert la porte vous-même. Moi, je n'ai fait que vous tendre la clé. » Elle lui tendit alors le carnet. À l'intérieur, une aquarelle, une silhouette moustachue sous un chapeau rond, debout devant une villa noyée de fleurs bleues. Au coin de la page, elle avait écrit simplement « Pour celui qui voit la vérité », même lorsqu'elle se cache dans le silence. Ce soir-là, sur la terrasse de l'hôtel, Poirot et Élise partagèrent une dernière tasse de chocolat chaud. Le soleil descendait lentement sur l'horizon, teignant les falaises d'or et de cuivre. La mer, paisible, semblait approuver leur silence. « Elle est forte, vous savez, » murmura Élise. Poirot hocha la tête. « Oui, mademoiselle. Elle est forte et elle est libre. Deux choses que l'on n'achète jamais. » Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Claire pour Paris. Étretat, fidèle à elle-même, poursuivait son rythme calme, bercé par les marées et les murmures du vent marin. Mais pour ceux qui avaient partagé le secret de la Dame en bleu, quelque chose avait changé. La villa, désormais silencieuse, n'était plus une prison. Elle était redevenue un lieu vidé de son ombre, prêt à renaître. Hercule Poirot, toujours résident de l'Hôtel des Brumes, avait repris ses habitudes. Lecture matinale, promenade méthodique, conversation choisie. Il n'était pas pressé de quitter Étretat. Il estimait, avec sa logique toute personnelle, qu'un mystère résolu mérite toujours un temps de repos équivalent. L'esprit, disait-il, doit digérer la vérité comme l'estomac un bon repas. Trop vite. Et il s'étouffe. Un matin, le réceptionniste de l'hôtel lui apporta une lettre, scellée d'un ruban bleu pâle. L'écriture, élégante, ne lui était pas inconnue. Claire. Il l'ouvrit avec soin, comme on déplie une fleur fragile. « Cher monsieur Poirot, je vous écris de l'atelier où je passe désormais mes journées. Les couleurs me reviennent lentement, comme si elles avaient attendu toutes ces années, que je les regarde à nouveau. J'expose bientôt mes premiers croquis à Montmartre. Rien de grandiose, mais c'est un début. Je voulais vous dire ceci. J'ai cessé de peindre des murs. Je peins des fenêtres maintenant. Et des jardins. Merci de m'avoir aidé à les retrouver. » Poirot relut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement avant de la glisser dans la poche intérieure de son veston. Il sourit non de satisfaction mais de cette sérénité discrète que seul procure un devoir accompli. Ce jour-là, il se rendit seul jusqu'à la villa. La grille, désormais entr'ouverte, laissait voir un jardin moins soigné mais plus vivant. Des coquelicots s'étaient invités entre les rosiers, et les chemins n'étaient un plus droits. Mais il respirait la liberté. Sur le banc, là où autrefois reposait une écharpe oubliée, quelqu'un avait laissé un pot de fleurs fraîches, sans mots, sans signature, des lys, des lavandes, et une unique rose bleue au centre. Poirot s'assit un moment, les mains croisées sur sa canne. « La vérité, mademoiselle Claire,
murmura-t-il, est comme cette fleur. Rares sont ceux qui osent la faire pousser. Mais vous avez osé. Et il resta là, longtemps, à écouter le vent dans les feuilles et les souvenirs dans le silence. Un mois plus tard, dans une galerie modeste de Montmartre, les murs blancs vibraient de couleurs nouvelles. Les toiles de Claire de Vernet ornaient les cimaises avec une douceur rare. Des scènes de mer, des jardins flous, des femmes assises, dans la lumière de fin d'après-midi, parfois solitaires, parfois réunies. Aucune signature n'apparaissait, sinon un discret lys argenté dans un coin de chaque œuvre. Dans un coin reculé de la galerie, un petit cadre contenait un seul mot calligraphié. Écoutez. Pas de biographie, pas de discours. Seulement, l'essence de son parcours. Hercule Poirot, vêtu d'un complet crème et d'un nœud papillon gris-perle, se tenait parmi les visiteurs. Discret, observateur, il ne s'attarda pas sur les compliments ni sur les verres levés. Il s'approcha d'une toile représentant un banc sous une tonnelle, baigné de lumière bleue. Le même banc, la même tonnelle, mais plus personne n'y était assis. Seulement des fleurs ouvertes et un ciel calme. Élise vint le rejoindre, radieuse. Elle a retrouvé sa voix. Poirot sourit. Oui, et elle l'a rendu au monde par le pinceau, ce qui est une manière fort élégante de dire la vérité. Ils quittèrent la galerie peu après, laissant Claire saluer ses visiteurs, maîtresse de son espace enfin visible. La nuit tombait doucement sur Paris, et les réverbères jetaient une lumière dorée sur les trottoirs. Ils marchaient en silence, chacun absorbé dans ses pensées. « Monsieur Poirot, dit Élise au bout d'un moment, pensez-vous que la justice a été faite ?» Il s'arrêta, leva les yeux vers le ciel étoilé, et répondit avec calme, « Mademoiselle, la justice humaine est parfois lente, parfois incomplète. Mais lorsqu'une personne brisée se relève, lorsqu'une vérité étouffée retrouve le souffle, alors oui, la justice a parlé. Non pas dans un tribunal, mais dans le cœur de ceux qui refusent de se taire. » Il reprit sa marche, posant sa canne avec régularité sur les pavés. « Et maintenant, chère Élise, un bon chocolat. » Chaud, elle éclata de rire doucement, avec plaisir, mais à condition qu'il soit servi dans une tasse impeccable. Poirot s'inclina légèrement. Évidemment. L'ordre toujours, même dans les choses sucrées. Et tandis qu'il disparaissait dans la lumière tiède d'un petit café, la ville poursuivait sa rumeur tranquille comme pour murmurer. Le secret de la dame en bleu ne dormait pas. Il attendait d'être